Salut les gars, c'est Rototo. On se retrouve aujourd'hui pour le 18e épisode de notre série consacrée à l'histoire des avions de War Thunder. 18e épisode déjà, mon dieu, que le temps passe. 18e épisode et il en reste encore beaucoup en perspective. J'espère que je serai capable d'aller jusqu'au bout de mon ambition de consacrer donc une vidéo à chaque avion, ou du moins aux plus importants avions du jeu, sur l'aspect historique. Nous avions abordé dans l'épisode précédent le Polikarpov I-15 bis, le premier avion donc de première génération de l'Union soviétique, et nous allons parler aujourd'hui de ce magnifique avion que vous avez sous les yeux, j'ai nommé le Yakovlev Yak-1. Un avion qui fut surnommé au moment de sa création du surnom de Beauté, Krasovets en russe, Beauté, par les ouvriers qui le fabriquèrent. Car il faut reconnaître que pour l'Union soviétique à cette époque, c'était véritablement une fierté comparativement aux avions qui avaient été fabriqués jusque-là, notamment les fameux Polikarpov dont nous avions parlé, le I-15, le I-16 aussi, dont nous n'avons pas encore parlé pour l'instant, et pour cause, puisque je ne l'ai pas encore développé au niveau du jeu, ça va pas tarder, hein, dans une ou deux batailles il sera prêt à vous être présenté, mais disons que le I-15 et le I-16, qui furent des avions très très importants pour la chasse soviétique dans l'entre-deux-guerres, entre 1933 et 1938 en gros, furent remplacés par cet avion absolument splendide avec des lignes totalement modernes et presque révolutionnaires pour l'époque, le fameux Yak-1, qui au départ d'ailleurs ne portait pas ce nom. Au départ le premier prototype s'appelait le Ya-26, et cet avion donc conçu par le fameux ingénieur Alexander Sergeyevitch Yakovlev avait d'abord eu des petits soucis, il faut reconnaître, de conception initiale. C'est ce qui arrive souvent quand on fait quelque chose de tout à fait nouveau. Il fut accidenté et donc Yakovlev revut sa copie pour en modifier un certain nombre de composants, ce qui donna donc ce fameux Yak-1, qui rencontra un franc succès puisque le Yak-1 fut le principal chasseur soviétique jusqu'au milieu de la guerre, avec le Lag-3 dont nous aurons l'occasion de parler une autre fois. Le Lag-3 que vous voyez d'ailleurs ici, je peux vous le montrer d'ailleurs. Hein. Hop. Voici le Lag-3 que nous aborderons lors d'un prochain épisode. Mais avec donc cet avion, le Lag-3, le Yak-1 donc fut le principal chasseur, on pourrait dire l'épine dorsale de la chasse soviétique, jusque vers le milieu de la guerre, date à laquelle l'industrie soviétique évidemment mit au point d'autres modèles d'avions qui purent lui permettre d'acquérir la prédominance, la suprématie aérienne sur la Luftwaffe. Mais dans les premières années, entre 1941, date de l'invasion de l'Union soviétique, et disons 1942-43, la chasse soviétique eut beaucoup de mal à faire face à la chasse allemande, et le Yak-1 fit bonne figure, hein. Il eut véritablement, il sut combattre avec courage, mais il subit malheureusement pour lui d'énormes pertes face au Bf-109 et plus tard au FW-190 Focke-Wulf qui le dominait totalement. Mais le courage des aviateurs soviétiques, courage on va dire encouragé par les commissaires politiques de l'époque, qui à mon avis leur donnaient pas trop le choix. Je pense que malheureusement pour les malheureux pilotes soviétiques, comme d'ailleurs les malheureux soldats soviétiques de l'époque, il valait mieux pas faire demi-tour ni sauter en parachute, sinon eh bien au mieux vous terminiez dans un camp de prisonniers allemands, au pire vous étiez récupéré par les commissaires politiques qui vous filaient 12 balles dans la peau. Pour ceux qui ont vu le film de Jean-Jacques Hano, Stalingrad, vous comprendrez vite de quoi je veux parler. C'était malheureusement les directives du camarade Staline qui voulaient ça. Donc les pilotes soviétiques firent preuve d'un immense courage, il faut le reconnaître, avec un peu un fusil dans le dos quand même, et ils firent face courageusement donc à cette prédominance allemande du début de la guerre, mais ils subirent malheureusement d'énormes pertes, ce qui fit que la chasse soviétique eut un peu de mal à trouver des pilotes expérimentés pour ces avions, jusqu'au moment où ils purent enfin avoir des appareils capables de faire face efficacement à la chasse allemande. Alors, on va parler un petit peu de cet avion. On est déjà à 4 minutes 29, on va avancer un petit peu. Au niveau des caractéristiques techniques, c'est un avion qui est très moderne dans la ligne, mais qui, dans la conception, est finalement assez rudimentaire. Yakovlev ne connaissait pas véritablement encore les modes de fabrication totalement métalliques qui caractérisaient les avions modernes. Donc c'est un avion qui, par certains aspects, est moderne. C'est notamment le cas par rapport au train d'atterrissage rétractable
au volet hydraulique par exemple, hein, mais en revanche totalement, on va dire archaïque, mais primaire dans sa conception au niveau de la structure, puisque il n'est pas en métal, mais en tube entoilé. On peut le voir, là, on l'aperçoit, vous voyez ces espèces de traces là que vous voyez sur le côté du fuselage. Ce sont en fait des tubes métalliques recouverts de toile. Alors c'était assez courant à l'époque, hein, c'est notamment de cette manière que le Hurricane anglais était fabriqué. Des avions comme le Wellington, notamment le bombardier Wellington, était également conçu avec une structure en nid d'abeille métallique recouverte de toile, donc c'est pas quelque chose qui était propre à la chasse soviétique, mais en l'occurrence à cette période-là déjà la chasse allemande commençait à faire des chasseurs tout métal, et cette conception cette conception en structure tubulaire recouverte de toile va disparaître assez rapidement vers le milieu des années 40. Mais chose encore un peu plus rudimentaire, les ailes sont en bois. On peut le voir là d'ailleurs, c'est assez bien retranscrit. Là, vous voyez, au niveau de l'usure de la peinture, vous apercevez qu'on voit une sorte de couleur un peu brune. C'est pas du métal, c'est du bois. Les ailes de cet avion sont en bois avec une structure métallique recouverte de toile, alors que paradoxalement, nous avons bien un train d'atterrissage rétractable et des volets hydrauliques. Donc c'est vraiment une espèce de mélange de deux technologies, une assez avant-gardiste et une autre un peu plus obsolète. Au niveau de la motorisation, un moteur 12 cylindres en V, donc moteur en ligne, hein, contrairement au I-15 que nous avions vu ensemble lors du précédent épisode, qui était un moteur en étoile, caractéristique notamment des avions japonais. Il s'agit là d'un moteur en ligne. Donc les moteurs en ligne sont généralement des moteurs qui sont plutôt propices à l'ascension, au vol, on va dire vertical, ce qui permet normalement d'un taux d'ascension relativement confortable, mais relativement moins efficace à basse altitude. On va regarder d'ailleurs tout de suite son taux d'ascension. Donc on voit qu'il a un taux d'ascension de 15 mètres,3 secondes, alors que le I-15 bis, lui, avait un taux d'ascension de 17 mètres secondes. Bon, bah, a priori, le taux d'ascension du I-15 paraît supérieur. J'ai des doutes d'ailleurs, parce que pour avoir utilisé déjà le Yak 1, j'ai trouvé qu'il grimpait mieux. On verra ce que ça donnera au niveau de la simulation quand nous le mettrons en pratique lors de la bataille que nous allons débuter dans un instant. Un dernier mot avant de débuter donc cette fameuse bataille. Le Yakovlev Yak 1 a été fabriqué à plus de 8000 exemplaires, ce qui est quand même très confortable, et il fut l'avion qui équipa l'escadrille Normandie-Niemen. Pour ceux qui connaissent, hein, j'imagine que beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler, peut-être pas les plus jeunes ou les plus néophytes. L'escadrille Normandie-Niemen, je vous en touche deux mots, on aura l'occasion d'en reparler ultérieurement, puisque c'est une escadrille qui a eu d'autres appareils que celui-ci. L'escadrille Normandie-Niemen était en fait une escadrille de pilotes français de la France libre, qui avait été envoyée par le général de Gaulle pour combattre au sein de l'Union soviétique, parce qu'à l'époque, le général de Gaulle avait à cœur de diversifier ses alliances. Il combattait bien évidemment aux côtés des Anglo-Américains. Beaucoup de pilotes combattaient dans la RAF notamment. Beaucoup de marins étaient également sur des navires de guerre français qui avaient rejoint la Royal Navy. Et puis bien sûr, il y avait des soldats terrestres qui combattaient au sein de la Royal Army, notamment la 2e DB, mais aussi au sein des commandos. Vous savez d'ailleurs que les seuls Français qui ont débarqué en 1944, le 6 juin 1944 en Normandie, étaient des bérets verts, des forces spéciales françaises, qui étaient donc les seuls Français à avoir participé au D-Day. Mais il voulait également donc que des Français participent au combat du côté d'autres alliés, et notamment en Union soviétique. Alors au départ, il avait envisagé d'envoyer une division mécanisée, ce à quoi Churchill s'était opposé pour des questions à la fois pratiques. Enfin, c'était un peu compliqué à mettre au point. Et finalement, à la place, on a décidé d'envoyer une escadrille de chasse qui portait le nom d'escadrille Normandie. Il y avait d'autres escadrilles dans la Royal Air Force qui portaient des noms de provinces, hein, comme l'escadrille Bretagne, l'escadrille Picardie, etc. Et l'escadrille Normandie donc fut envoyée en Union soviétique pour combattre au sein de l'armée rouge, et elle combattit au départ sur des avions Yak 1
qu'elle appréciait particulièrement pour sa rusticité et son endurance, hein, notamment au climat rude de l'Union soviétique. Et ils furent remplacés par la suite par leurs successeurs, des Yak-3, puis des Yak-9. Et lors de la bataille du fleuve Niemen, les pilotes français firent preuve d'une telle bravoure que Staline leur décerna le nom de Normandie-Niemen, et c'est devenu une escadrille mythique qui existe toujours d'ailleurs aujourd'hui. Je crois qu'ils sont équipés de Rafale, après avoir été équipés notamment de Mirage. Voilà, on va lancer tout de suite la bataille. On a vraiment dépassé, on est déjà à 10 minutes, mon Dieu. J'essaie de faire des vidéos assez courtes, mais il y a tellement de choses à dire sur les appareils, et c'est tellement difficile de parler de l'aspect historique tout en combattant que je prends peut-être un peu plus de temps pour en parler avant. C'est un peu plus facile pour moi, d'autant plus qu'il est un peu tard là ce soir. Quand je suis en week-end, c'est un peu plus facile pour moi parce que je suis un petit peu reposé, je fais ça tranquillement devant un café. Là je le fais en rentrant après une journée de travail, donc c'est un petit peu plus difficile. On va voir ce que ça donne d'ailleurs au niveau de la simulation. Je ne sais pas si je vais être à la hauteur, je l'espère. Alors, testons-le tout de suite. Donc, la première chose qu'on remarque, c'est qu'il ne vire pas très bien. On voit qu'il pique très vite du nez lorsque l'on fait des virages assez brutaux. Donc, c'est pas un avion qui vire extrêmement bien. On va éviter de l'engager dans des dogfights. J'ai oublié de parler de l'armement, je vous prie de m'excuser, normalement j'aurais dû en parler tout de suite avant d'engager la bataille. De mémoire, il est équipé d'un canon de 20 mm et je crois qu'il a également deux mitrailleuses 7.7 ou 7.90 plutôt. Non, je crois que c'est des 7.63, je crois que ce sont deux mitrailleuses de 7.63 dans le nez, plus un canon de 20 mm. Donc c'est quand même un avion assez sérieusement équipé, hein, plutôt solide au niveau de l'armement. On va voir ce que ça donne au niveau de l'efficacité. Il n'est pas du tout upgradé, il n'est pas du tout en situation élite. Donc ce qu'on va faire, je pense que la meilleure solution, c'est de grimper en altitude et d'essayer d'engager des avions qui ne nous poseront pas trop de soucis en matière de maniabilité. Sans quoi, je pense que nous aurons quelques difficultés. L'idéal serait d'engager un bombardier. Je n'en vois pas. Je vois un I-15 là, pas très loin. Il est assez, enfin, pas très loin. S'il est quand même à 4 km, donc ça, et il s'éloigne d'ailleurs. Pour l'instant, on va rester un petit peu en observation. Voyons voir. On va chercher une cible qui pourrait être intéressante. On va essayer de grimper un peu. Il a l'air de grimper assez vite hein, quand même. On faisait le comparatif par rapport au I-15. Moi j'avais remarqué que le I-15 faiblissait énormément dès qu'on remontait le nez. C'est pas du tout le cas là. Là il grimpe assez facilement et sans trop perdre de vitesse. Je vois un LAC 3 en dessous. On va peut-être le prendre. Ah non, attendez, on va prendre un Stuka là. Il y a un JU-87 juste en face de moi à 1 km 500. Si j'arrive à le rattraper, je pense que oui. On s'en approche relativement vite, donc ça serait parfait pour une première cible, et on va voir tout de suite ce que son armement a dans le ventre. Donc pour ceux qui connaissent le Stuka, vous savez que c'est un chasseur qui dans les premières générations est assez faiblement armé, hein, avec deux mitrailleuses 7.7 dans l'axe, plus une mitrailleuse 7.7 en nacelle pour la défense. Alors hop, premier tir, oh bah ça va, hein. Déjà le canon de 20 mm a l'air d'être assez efficace, il commence déjà à fumer notre ami, il essaye de m'éviter mais je pense qu'on devrait réussir à lui faire mal. Il pilote pas mal le gars, il pilote pas mal, il essaye de faire parler son mitrailleur. Hop, coup critique, j'essaye de... Oula, attention à moi aussi parce que je commence à fumer un peu. Là, vous voyez, j'ai pris des coups avec son mitrailleur, donc faut pas non plus que je m'enflamme. Ah, j'ai plus de canon, donc j'en suis encore à la mitrailleuse. Donc là, ce sont mitrailleuses 7.7 qui continuent à prendre le relais. Je n'ai plus de mitrailleuse non plus. Oh là, attention au tir. Vous voyez que là, je me mets un peu plus en retrait sous son ventre parce que là, son mitrailleur arrière ne pourra pas me toucher. J'attends que mes mitrailleuses se rechargent. Oh là, j'ai pris quand même quelques balles. J'ai pas encore les canons réarmés, mais je peux encore l'entreprendre avec les mitrailleuses. Si j'avais des mitrailleuses upgradées, normalement je pense que j'aurais pu... Ah bah j'ai déjà vidé les mitrailleuses, elles se vident très rapidement ces mitrailleuses, c'est étrange. Pourtant, ouais, c'est assez bizarre, hein. J'avoue qu'elles se vident assez vite, hein. Là j'ai le canon qui va pas tarder à se recharger dans quelques instants, voilà. Par contre il est un peu loin là, j'ai du mal à le rattraper. J'espère avoir la victoire quand même parce que j'ai fait le plus gros du boulot.
Je vois que j'ai un de mes collègues qui essaye de me piquer la victoire. J'aimerais bien pouvoir la décrocher, ça me paraîtrait la moindre des choses. Il est dur à tuer, hein, le Ju 87. Ah bah j'ai déjà plus de balles. Alors voilà, ce que je peux dire déjà dorénavant. Voilà, avion détruit. Bon, c'est mérité quand même, hein. Ce que je peux dire tout de suite, c'est que au niveau de l'armement, c'est assez costaud, mais ce qu'on remarque immédiatement, je pense que je vais... Non, je vais pas poser l'appareil parce qu'on est déjà à 15 minutes, ça serait un peu long au niveau de la vidéo. Tant pis, je continue le combat, même endommagé. Oui, je disais, je trouve que les mitrailleuses et le canon se vident très très rapidement. J'ai beau... Je fais pas des tirs continus, hein, je fais des petits tirs saccadés, mais même comme ça... C'est un petit peu, comment dirais-je, c'est un petit peu short quoi, hein. Ça mériterait un peu plus de munitions. J'ai pas regardé vraiment la fiche technique, je vous prie de m'excuser. Un petit peu fatigué ce soir, là je reconnais. Donc j'ai pas eu le temps de bien voir combien de balles il emportait, mais je suis assez surpris par rapport à la mitrailleuse. Autant sur un canon, bon bah somme toute on a évidemment une capacité limitée. Mais généralement les mitrailleuses ont quand même un peu plus de balles que ça, et là je suis assez surpris. Là je suis un peu embêté parce que j'ai un Hurricane qui arrive en face de moi. On va être obligé de le prendre en face à face. Voilà, ah, parfait. J'ai encore pris des tirs, vous voyez, j'ai réussi à le détruire en face à face. Là par contre j'ai encore un autre, un MC200. Voilà, hop, ça fait 3, parfait. Je suis obligé de les prendre en face à face. Encore un Hurricane, oh mon dieu. Voilà, j'ai encore un Hurricane, et là je suis pas du tout bon avec le Hurricane en ce qui concerne le dogfight. S'il se retourne, je vais avoir beaucoup de mal. Je peux... Ah mais j'ai plus de balles, vous voyez. C'est terrible, hein, je n'ai plus de balles. Même au niveau des mitrailleuses. Alors ça par contre, je suis très embêté. Je vais essayer de me tirer de là parce que je pense que je vais avoir du mal à l'engager s'il cherche à me reprendre. On dirait qu'il est occupé avec un de mes collègues, non? Ah, voilà, attendez, hop. Il n'a pas l'air de venir me chercher. Je vais essayer de profiter lâchement de son inattention, si j'y arrive. Hop, hop, on va... Allez, allez, viens là, Coco, viens là, viens là, viens là, viens là. Là, c'est moi qui vise mal, hein. Ou alors, non, ah si, hop, avion détruit. Bon, pas trop mal. Je fume toujours autant, mais on s'en sort pas trop mal. J'ai un I-16 qui s'éloigne un peu, mais qu'on peut peut-être éventuellement reprendre. Voilà, mais alors vous voyez, là je me lance pas du tout. Je cherche même pas à essayer de jouer la manœuvrabilité parce que j'en suis totalement incapable. Donc pour résumer, l'impression que ça donne immédiatement, c'est une bonne plateforme de tir, mais ça tourne très mal. Et donc il ne faut pas du tout se lancer dans un combat tournoyant avec un ennemi. Et je peux vous dire que le I-16, lui par contre, est très maniable. D'ailleurs il essaye de m'avoir et je pense qu'il va y arriver. J'ai un ami qui est derrière lui, j'aimerais bien qu'il m'en débarrasse si c'est possible. Je pense qu'il va me descendre dans quelques instants, je vais avoir du mal à m'en sortir. Le moteur est rougeoyant, l'eau est à 266 degrés, l'huile à 114, je suis pas bien du tout. La structure est noire, ce qui veut dire que ma structure tubulaire a pris pas mal de coups et je n'ai aucun moyen de m'en sortir si ce n'est que de faire des manœuvres d'esquive comme je tente de le faire avec un Spitfire qui m'arrive dessus en plus. Voilà, hop, on lui met un face à face, on s'en sort pas trop mal. On a un MC200 là qu'on va essayer d'attraper. Il est un peu loin là, il est à... Ouais, il est à 680 mètres, il revient vers moi. Il y a du monde hein, quand même, il y a du rouge hein, là. Hein. Il est à 570 mètres. J'économise mes balles parce que je peux vous assurer que j'ai très peu de munitions. Ça part très vite. Donc pas évident. Et je veux pas me retrouver sans munitions dans la situation dans laquelle je me trouve. Tac. Est-ce que je vais réussir à avoir le MC200? Alors voilà, j'ai plus de canon. Hop. Je me débrouille tant que je peux à la mitrailleuse. J'ai lâché l'avion qui était devant moi pour essayer
de me concentrer sur le MiG qui, je le pense, tourne peut-être un peu moins bien, ce qui me facilitera les choses si possible. Je sais pas si je vais y arriver, on devrait peut-être. Si seulement mes canons pouvaient se recharger. Ça y est, voilà, mes canons se rechargent. Je vais essayer d'économiser. Voilà, parfait, avion détruit. Bon, pas trop mal. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Oh là, hop, attention. Attention à la collision. J'ai toujours peur des gars qui essayent de me faire des coups de kamikaze. Hop, hop, voilà, parfait. Bah ça se passe pas mal, hein, finalement. Donc on peut dire que c'est un avion qui a... Voilà, parfait. Ouais, mais je fais un bon score là, attendez où j'en suis là. Oh bah largement premier. Bah écoutez, alors, vraiment pour une vidéo qui était a priori assez difficile compte tenu de ma forme, hein, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, est pas exceptionnel après une dure journée de boulot. Il doit être quoi, là, 22h30. Donc je me suis dit, oh, je fais quand même une petite vidéo parce que je voudrais essayer malgré tout d'en faire au moins une par jour en semaine pour conserver un rythme, même si c'est pas toujours évident. Et j'étais pas certain de ce que ça allait donner, mais là je dois avouer que je suis assez satisfait. Donc je disais donc, vous voyez que l'avion est somme toute assez solide. Alors ça c'est caractéristique des avions russes. Il faut savoir que contrairement aux avions japonais qui sont très fragiles, les avions russes sont au contraire très costauds, très solides. Ils sont relativement maniables dans l'ensemble, celui-ci pas trop. C'est pas un avion, comme je vous le disais, qui vous permettra de vous lancer dans de grandes manœuvres acrobatiques. Par contre, il est assez solidement armé. Il faut rappeler que c'est un avion de première génération et avec son canon de 20 mm, c'est quand même pas trop mal pour ce type d'appareil. Et finalement, il fait pas mal de dégâts. On a eu un peu de mal avec le Ju-87, mais enfin on a fait pas mal de casse chez l'ennemi jusqu'à maintenant. Oula, là j'ai du monde derrière. Hop, alors, voyons, on va essayer de s'esquiver. C'est juste simplement qu'il a assez peu de munitions. Ah là, je pense que je vais pas m'en sortir. Ah, si, il passe devant moi. Erreur. Ah bah ça y est, on a gagné. Et en plus, j'aurais pu l'avoir, vous voyez. Bon, et ben formidable, je suis assez content. On est à 21 minutes 52, mon Dieu. Plus ça va, plus ça dépasse. Hein. Donc je vais pas tarder, enfin je vais pas rester trop longtemps. On a fait déjà l'essentiel du commentaire et puis vous avez pu voir, oh, c'est assez beau quand même. Je vous montre ça quand même, ça vaut le coup. Survivant, magnifique, justicier, bon, superbe. Terreur du ciel, mon Dieu, c'est extraordinaire. Ben voilà, voilà, j'ai fait le plus beau score, hein. 8 kills et 0 perte, ma foi. Écoutez, je suis assez content, je suis assez fier de moi. Donc on peut dire qu'effectivement, c'est... Ah bah tiens, vous voyez, le I-16, grâce à ce magnifique résultat, nous avons le I-16 qui sera donc finalement le prochain avion que nous mettrons en service et que nous présenterons lors de notre prochaine vidéo. Et cela nous permettra donc de vous parler de cet avion qui a remplacé le I-15 que nous avions abordé lors de la vidéo précédente. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pardonnez-moi encore si elle est peut-être un peu en deçà de celle que j'ai faite dernièrement au niveau de la qualité. Je vous avoue que là, je suis pas au mieux de ma forme. J'essaierai dans la mesure du possible de le faire dans de bonnes conditions parce que je vois pas l'intérêt de faire des vidéos si on n'est pas au top malgré tout. Mais d'un autre côté, c'est vrai que si je ne fais des vidéos que le week-end, ça risque d'être un peu long pour pouvoir développer tous les avions que je voudrais vous présenter. Donc je vais malgré tout essayer d'en faire au moins une par jour en semaine si c'est possible, avec, écoutez, en essayant de faire au mieux. Désolé si je bafouille un peu plus, si je cherche un peu plus mes mots. Encore une fois, c'est vraiment de l'amateurisme le plus complet, je le fais vraiment par plaisir et pour vous faire plaisir. J'espère que le plaisir est partagé. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Et donc on se dit écoutez, à très bientôt hein, pour une prochaine vidéo où nous aurons l'occasion de parler cette fois du I-16. Je vous dis à bientôt, j'espère. À ciao.